dernière conférence dans cette salle et le dernier jour du salon Rent avec un invité évidemment que je qualifierais de marque que je vais appeler d'ici quelques instants sur scène. Le thème de cette conférence, solutions digitales interopérables, où en est-on aujourd'hui? Et pour vous en parler, j'appelle Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Vous auriez pu faire plus long pour le titre. Ça, je pouvais reprendre mon souffle. Il va marcher, allez-y. Le nom est long, le nom de l'Institut est long aussi, je suis désolé, voilà, bon. Je vous laisse introduire Merci vos mille fois. conférenciers. Merci mille fois. Par politesse, je vais juste vous demander de mettre vos téléphones en silencieux. Excellente conférence, à l'année prochaine. Ah oui, avec joie. Même peut-être ce soir dans un cocktail du salon. Ah. Écoutez, je vous salue avec beaucoup de plaisir. On va passer 3 quarts d'heure ensemble avec quelques experts que je vais appeler, qui vont s'installer à cette tribune pour parler de l'interopérabilité et des vertus, des atouts que peut conférer aux professionnels de l'immobilier. Il y en a beaucoup ici. C'est le public du Salon Rennes, mais aussi à leurs clients, cette vertu particulière qui est l'interopérabilité. On va la définir, hein, je vous rassure, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est. Ils vont le savoir dans quelques minutes. Alors j'appelle, il n'y a pas d'ordre, Yves Trévisiol. Il est le président fondateur de Neoteam. Je l'accueille avec plaisir parce que voilà, on a eu une maison en commun dans un passé professionnel qui n'est pas si ancien. Benoît Richard. Il est le fondateur, le cofondateur de Whitebird. Il présentera son entreprise aussi, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il est administrateur de biens, syndic de copropriété. Quentin Bassi, il est le directeur des partenariats stratégiques, ça n'est pas rien, de Flatsy, une entreprise encore start-up, bien connue et fidèle de ce salon Rent. Mais il y a désormais des entreprises qui vont quitter le statut de start-up, hein, c'est 10 ans start-up et ce salon il a 10 ans, donc voilà, les premiers qu'on a connus ici ne sont plus des start-up. Paul Jousse qui n'est pas pour rien dans l'organisation de ce débat, on la remercie, il est le représentant d'un acteur majeur de l'assurance et tout particulièrement de sa filiale spécialisée dans l'immobilier et la construction. Je parlais du groupe BC et je parle de BC Immobilier et Construction. Il en est le directeur du développement. Voilà. Et c'est vrai qu'il a inspiré cette table ronde. Il y a un intérêt particulier parce qu'il est lui-même, tout en étant à la tête de cette maison qui est bien connue, qui a une grande ancienneté dans le métier pour le conseil en assurance. Il est lui-même à la tête aussi d'une innovation hein, qui s'appelle Vertulou, qu'on a présenté sur ce salon dans une précédente édition. Il est de fait un acteur du digital, donc l'interopérabilité, évidemment, ça le préoccupe tout particulièrement. Alors, messieurs, la règle du jeu, elle est simple. Il y aura des questions possibles de la salle ensuite et surtout une présentation sommaire, un débat s'instaurera entre nous. On va commencer, je m'y suis engagé, ça me paraît la moindre des choses, par une définition de l'interopérabilité. Alors, je ne sais pas à qui je pose cette question, parce que vous êtes tous les quatre aussi compétents. Vous n'avez pas forcément le même intérêt. C'est peut-être Yves qui est le plus directement à même de nous définir ce qu'est l'interopérabilité. Ça va te conduire, Yves, si tu veux bien, à nous dire un mot sur Neoteam, qui est une entreprise. Un mot sur ton entreprise. Voilà, hein, voilà. Donc tu prends le micro, un mot sur Neoteam et puis la définition de l'interopérabilité par l'expert que tu es. Oui. Je pense qu'il fonctionne si Voilà. tu parles, c'est ça? Oui. Oui, bonjour. Oui, donc Neoteam, en fait, c'est un éditeur, un nouvel acteur sur le marché. On n'entend pas. Il faudrait... alors que tu rapproches le micro, à mon avis. Oui, là c'est mieux. Ça va? Oui. Oui. Donc, je disais que Neoteam est un nouvel acteur sur le marché des éditeurs de l'administration de biens. Donc, je suis l'ancien président d'une solution informatique qui était TetraWin. L'éditeur, c'était Seitra. Et à mon départ de cette société, il y a un certain nombre d'administrateurs de biens qui se sont interrogés sur l'évolution de leur solution informatique. Donc, on a fait un peu une analyse du marché. Et en fait, le constat auquel on était arrivé,
c'est qu'à ce moment-là, les solutions qui étaient présentes destinées aux administrateurs de biens, donc syndic de copropriété, gérance d'immeubles, c'était des solutions qui étaient anciennes, voire très anciennes, et qu'au fil des années, elles souffraient un peu ce que j'appelle le syndrome du millefeuille, c'est-à-dire qu'on avait empilé au fil des années des couches de réglementaires, des demandes fonctionnelles, qui fait qu'à un moment donné, le produit devient difficile à maintenir et très complexe pour l'utilisateur. Alors, on va revenir ensuite vers le détail des services apportés, de la valeur ajoutée de ta société. Juste en une phrase ou trois, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Il n'y a pas que des spécialistes ici digital. En revanche, il y a des professionnels de l'immobilier et le digital peut avoir des qualités ou des défauts. L'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? Échange et communication entre deux plateformes, deux logiciels, donc échange de données dans les deux sens. Donc des apporteurs de solutions à des titres divers, un professionnel immobilier, quelqu'un qui a une solution, une start-up par exemple, on parlait de Flamsy, doivent communiquer, doivent pouvoir s'apporter mutuellement un service, et ça se passe bien ou ça se passe mal. C'est ça l'interopérabilité. Où le dialogue s'instaure, ou ça le fait moins. Alors très souvent c'est fait manuellement. Et donc là, l'objectif de l'interopérabilité, c'est d'introduire des automatismes. L'automaticité. Pour pouvoir échanger dans les deux sens surtout. D'accord. Alors, le premier que je crois utile d'entendre, c'est Benoît. Benoît Richard, un mot aussi, si tu le veux bien, sur cette société que tu as créée récemment. Tu nous fais son histoire en quelques mots. Et je pense que ta description nous conduira à comprendre ton lien particulier avec cette problématique de l'interopérabilité. Tu vas nous dire très simplement ce que tu peux attendre de cet atout, ce qu'elle peut apporter à l'administrateur de biens que tu es. Quels sont les enjeux, quels problèmes tu as rencontrés, peut-être que tu rencontres encore autour de cette problématique. Merci. Donc déjà pour expliquer, donc Whitebird, nous on est un administrateur de biens, on gère à peu près 300 immeubles en syndic et plus d'1 millier de lots en gestion locative. Donc moi j'ai cofondé l'entreprise il y a maintenant 2 ans. J'ai un passé plutôt dans le digital, et l'idée de notre structure, c'est vraiment de créer un administrateur de biens qui va interopérer différents outils, qui va choisir les meilleurs outils entre eux pour être entre guillemets un super administrateur de biens, qui va se focaliser sur apporter de la valeur ajoutée à ses clients au quotidien, plutôt que d'être en train de ressaisir de la donnée entre deux outils ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est très difficile à bien opérer, et dans notre schéma, on est en train de choisir les meilleurs outils et essayer de créer une interopérabilité entre ces outils. Alors, c'est dire que ta définition, c'est intéressant parce qu'on en arrive à la conception même du métier que tu as choisi de faire, en venant de notre métier, administrateur de biens aujourd'hui. Pour toi, il y a un rôle d'ensemblier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tout cas tu n'as pas imaginé qu'avec un seul système que tu aurais conçu ou que tu aurais acheté, que tu aurais loué, tu puisses apporter la totalité de réponses. Il y a une chaîne de valeur au bénéfice de tes clients, peut-être de tes collaborateurs. On va en parler aussi. Tu dis, il faut que je rassemble des solutions, que je pique ici ou là des solutions, et que tout ça, ça fonctionne. Tout à fait. Et c'est le gros problème aujourd'hui des ERP du métier, c'est qu'ils cherchent à tout faire, et ils font tout très moyennement, voire très mal. Et aujourd'hui, l'interopérabilité... T'as la dent dure. Pardon ? Non, mais voilà, il y a une pétition de franchise à cette tribune, mais tu as bien commencé. Ouais. Clairement, les solutions existantes, pour toi, n'apportaient pas la réponse. Non, et n'apportaient pas la réponse. J'ai vu à peu près les 25-30 ERP du marché. Sur les 30, 4 ou 5 avaient ce qu'on appelle des applications, des API, donc en gros des systèmes qui permettent de faire de l'interopérabilité. Et là-dedans... 3 proposaient des API qui permettaient de faire ce qu'on appelle de la lecture, mais de l'écriture aussi. Parce que l'interopérabilité, c'est une chose, c'est-à-dire d'être capacité de récupérer de la donnée, mais aussi de l'écrire entre deux outils, c'est très important pour nous. Et donc sur cette base-là, on a choisi un des outils qui était prêt à s'ouvrir et qui avait le scope fonctionnel nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se lancent, et la réalité, c'est que le scope fonctionnel est très large et qu'il faut redévelopper tout l'outil. Donc voilà, donc nous, l'interopérabilité, c'est vraiment créer un schéma où on peut écrire et lire dans chacun de ces outils.
à la fois pour la partie collaborateur. Donc nous, dans l'interopérabilité, on distingue deux choses. L'interopérabilité des outils de mes gestionnaires, donc faire en sorte que mes gestionnaires ils n'aient pas à recopier une donnée entre deux outils, un outil qui fait très bien la comptabilité et un outil qui fait très bien la commercialisation, par exemple. Ça, c'est une chose. Et il y a une deuxième interopérabilité, c'est l'interopérabilité avec nos prestataires, où typiquement BC peut être et un de nos prestataires, c'est créer un schéma où, typiquement dans la gestion de sinistre, pour donner un exemple, le gestionnaire n'est pas à recopier une information sur la gestion d'un sinistre, sur l'extranet du client et sur nos outils, et qu'il y ait une interconnexion entre les ERP. Un chaînage, que ce soit fluide, que ça fonctionne. D'accord. Tu parlais des collaborateurs. Est-ce que ça t'a permis, tu vois, j'ai un intérêt particulier, hein, comme président d'école, je mets sur le marché, si je puis dire, des talents qui se préparent à être administrateurs de biens. C'est vrai que j'ai le sentiment que ce que tu décris leur plairait ou leur plaît. Est-ce que tu as une plus grande facilité à recruter parce qu'il y a une fluidité aussi dans le métier, dans l'exercice du métier? Alors une grande facilité, je n'irai pas jusque-là, parce qu'aujourd'hui recruter reste un sujet quand même difficile. Mais oui, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on recrute en ce moment des gens qui sont, on va dire, qui ont 5-6 ans d'ancienneté dans le métier et qui ont généralement travaillé dans des cabinets plus traditionnels et qui arrivent avec beaucoup de joie, parce que quand on leur explique que toute la gestion du courrier est digitalisée, automatisée, reconnue, qui gèrent tout email qui leur arrive automatiquement et reconnu sur le client. Et quand typiquement la demande du client sur des aspects contextuels va répondre à un sujet de, je sais pas, j'arrive pas à me connecter à la plateforme, j'arrive pas à me connecter, j'ai oublié mon mot de passe, où est mon chèque? Ce genre de contexte, il faut que nous, on le sorte directement de la boîte du gestionnaire pour la donner à une équipe de back-office qui va y répondre efficacement à sa place. Ça veut dire un recentrage sur la valeur ajoutée du gestionnaire ou de la gestionnaire. Oui, je parlais de ceux qui prennent la peine de faire des études spécialisées. Il y en a de plus en plus. Ils vont prendre la peine de décrocher un bac plus 5. Leur valeur ajoutée, c'est pas de faire des doubles saisies, c'est pas de s'embêter avec ça, quoi. Exactement. Et nous, le constat qu'on a fait quand on a mis en place nos outils de ticketing contextuel, on a remarqué que globalement, plus de 30% des emails que reçoit un gestionnaire ne le concernent pas. Tout simplement parce que n'importe qui peut y répondre sans aucune connaissance de l'immobilier en lui-même. Et ça, il fallait absolument l'enlever parce qu'en fait, un gestionnaire immobilier, sa fonction, c'est de connaître son client, de connaître son immeuble, de connaître ses fournisseurs. Et c'est un métier ultra local. Il faut être présent sur les biens qu'on gère. Et pour ça, il faut le décharger d'un certain nombre de tâches qui, aujourd'hui, ils sont bien obligés de gérer. Le bénéfice pour le client final, tu as parlé du développement que vous aviez réalisé, atteint en 2 ans, c'est exemplaire, hein, c'est déjà un portefeuille très important. J'imagine que les clients sont contents. Vous faites de la conquête, hein, c'est pas par croissance externe que vous avez fait ça, c'est par conquête de clients. Les deux. On a commencé par un cabinet traditionnel qu'on a racheté pour comprendre les process et aujourd'hui on fait que de la croissance organique. Voilà. Et donc le bénéfice client, vous le ressentez. C'est plus rapide, c'est plus réactif. Je peux vous dire que la semaine dernière, on a répondu en 5h50 en moyenne aux emails. Et c'était 5h53 pour être précis. Qu'on a eu 84% de taux de satisfaction aux emails. Ils peuvent répondre à tous les emails et les noter. Je peux vous dire que nos gestionnaires ont fait à peu près une 40aine de visites d'immeubles. Enfin voilà, on monitore tout ça. Et aujourd'hui, on a une note moyenne Google de 4,3, 4,4. Ce qui est au-dessus de ce qu'on peut retrouver chez les autres administrateurs de biens. C'est propre. Alors Yves, je reviens à toi maintenant, à ce stade-là, et d'abord parce que ta grande profession, je dirais, hein, celle des éditeurs, c'est une petite communauté, mais tu n'y es pas seul. Tu as été à la tête, tu l'as dit, de maisons bien connues, installées dans le métier. Vous avez quand même été montré du doigt, hein, par ton voisin qui dit « moi, je n'ai pas trouvé satisfaction ». Bon. Mais il se trouve que toi non plus, visiblement, parce que quittant une grande maison, tu allais en créer une autre, sûrement pour apporter des réponses que tu ne trouvais pas là où tu étais. Alors le cheminement, quel rôle ont joué les professionnels? Est-ce qu'ils ont un peu coproduit avec toi les solutions? Je ne sais pas comment il faut dire. Et quelle est aujourd'hui ton avance technologique dans cette matière? Et j'imagine sur l'interopérabilité, on t'a convié à cette tribune parce que tu es plutôt exemplaire sur ces sujets. Alors déjà, je ne fais pas partie des 30 qui ont
qui ont été regardés, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Des 30 administrateurs, il y avait un 31e, mais on n'a pas été sollicité, boutade. Non, donc... Whitebird n'est pas ton client, en fait? Non, Whitebird n'est pas client chez Itrévisual, voilà, je le dis. On est c'est récent pas du sur tout le marché. préparé, quoi. Je veux dire, c'est Non. vraiment spontané, hein, le Voilà. casting. On est récent sur le marché. Non, comme je le disais en préambule, le point de départ, le constat qui a été fait par un certain nombre d'administrateurs de biens, c'est vraiment de se dire, sur les solutions destinées aux administrateurs de biens, aujourd'hui, ils trouvaient pas, il y avait des solutions, mais qui étaient des solutions complexes et difficiles à maintenir. Alors complexe, avec la rotation qu'il y a au niveau des utilisateurs, c'est une vraie difficulté parce que quand vous rentrez un nouveau collaborateur et que pour qu'il prenne en main l'outil, il faut beaucoup de jours, c'est un vrai sujet. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, on avait un certain nombre d'idées, d'innovations pour apporter au métier, à la façon de travailler, de la simplicité, de l'efficacité, de la productivité. Et on s'est très vite rendu compte que pour le faire, il fallait tout remettre à plat et qu'il fallait remettre à plat les processus et repartir d'une feuille blanche. Donc le projet qu'on a proposé, c'est de dire on va réécrire en repartant d'une feuille blanche avec un fil conducteur, c'est la simplicité, l'intuitivité, la communication, la productivité. Et là, il y a un certain nombre de cabinets d'administration de biens qui ont trouvé le projet novateur, ambitieux et qui nous ont soutenus, donc qui font partie de notre tour de table. Donc on a cette particularité d'avoir une vingtaine de cabinets d'administration de biens Au capital de la société. Voilà. D'accord. C'est un modèle très original, en effet. Hein. Oui, c'est des gens qui nous ont fait confiance parce qu'au départ c'était une page blanche, donc c'est quand même très significatif, et qui nous ont soutenus tout au long de ce projet de réécriture, qui ont évidemment contribué à proposer de la simplicité, de l'efficacité au niveau du produit. Donc on considère que c'est une force pour l'entreprise d'avoir ces gens dans notre capital. Oui, c'est plus qu'un club utilisateur. Ah non, c'est Hein? pas du tout un club utilisateur. C'est un engagement véritable de ces clients-là. Oui. Une vingtaine. Et pour être complet, le capital reste ouvert. C'est-à-dire d'autres clients peuvent y entrer. C'est vraiment un choix stratégique capitalistique. Alors aujourd'hui, le capital n'est pas ouvert, mais bon, on connaît l'avis sur le marché des cabinets immobiliers, c'est-à-dire qu'il y en a qui partent, qui sont rachetés, qui partent en retraite, etc. Donc il y a déjà eu des mouvements de cette nature-là. Et puis demain, peut-être qu'on aura besoin de lever à nouveau des fonds et donc peut-être d'ouvrir à nouveau le capital. On l'a fait une première fois et peut-être on refera une deuxième fois. Dernière question, mais pour cette première partie de ton propos, interopérabilité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire notamment, alors moi j'ai un reproche que j'ai déjà entendu ici dans d'autres salons, c'est la fermeture des éditeurs, des solutions apportées par ces éditeurs à des startups qui pourraient venir enrichir leur service, c'est-à-dire en clair, on ne veut pas dialoguer, quoi. Alors il y a des faux semblants, il y a des mais on l'entend. Quentin pour Flatsy va s'exprimer tout à l'heure. Il saura dire mieux que moi si ce que je dis est fondé ou pas. Mais est-ce que pour toi ça a été une préoccupation de te dire il y a des apporteurs de solutions qui viennent compléter ce que je sais faire parce que je ne sais pas tout faire et je veux être ouvert à eux ou au contraire j'ai pas envie qu'ils viennent sur mon précaré. Non, nous l'approche qu'on a eue dès le départ, c'est une approche d'ouverture, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture d'un ERP, ce qu'on a cherché, ce qu'on a souhaité faire, c'est une approche de plateforme de service. Donc on sait effectivement que les administrateurs de biens sont en liaison avec tout un écosystème et que... C'est à cause de Rennes, ça. Hein. C'est essentiellement à cause du salon Rennes. Voilà. Hein. Avant, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, vous vous embêtiez beaucoup moins. Tout à fait. Ouais, ouais. Et cet écosystème, effectivement, les administrateurs de biens ont besoin d'informations, ont besoin d'échanger. Et cet écosystème, jusqu'à présent, très souvent, c'est je me connecte, on met à disposition un portail, j'ai de l'information, il faut que je saisisse parfois l'information dans mon ERP, il faut que je la saisisse éventuellement une information plus complète ou pas sur un portail du partenaire. Donc j'ai une double saisie. C'est parfois difficile d'aller chercher de l'information pour la redescendre. C'est manuel. Enfin, toutes ces opérations sont souvent manuelles. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire dès le départ, c'est de dire il y a un certain nombre de partenaires qui sont
complémentaires à notre activité, avec lesquels, au contraire, il faut qu'on développe le maximum d'automatisme. Donc là, on a 2 exemples avec qui on a développé des interfaces et avec lesquelles on est interopérable. C'est Flatsy et c'est BC, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Absolument, ils vont en témoigner. Quentin, quand on est le patron des partenariats stratégiques, ça veut dire il faut qu'on puisse en nouer, voilà, hein, qu'il n'y ait pas de barrières, de frontières. Donc on a besoin de cette ouverture. Ton expérience, ça fait quelques années hein, que tu contribues au développement de Flatsy depuis l'origine. Ça fait 3 ans. Voilà. Tu t'es effectivement heurté à ce problème de manque d'opérabilité, alors ou avec beaucoup de franchises, on te dit c'est non, ou peut-être avec moins de franchises, puis de toute façon on n'y arrive pas. Et effectivement, comment ça s'est fait avec Yves, puisque tu es en liaison Je vais essayer de trouver des excuses au logiciel, hein, parce que je pense qu'il y en a en fait. Nous, au départ, jeune start-up qu'on était en 2016, comme beaucoup de start-up, on est parti toujours de l'expérience du client, okay, du client final, du particulier. Et aujourd'hui, le client Vous entendez final, bien? Je me pose la question, ça va? Très bien. Aujourd'hui, le client final, le particulier, il veut de l'instantanéité parce qu'il est habitué à ça. Il veut avoir sur son smartphone tout ce qu'il faut, etc., etc. Mais l'instantanéité est, je pense, un peu la clé dans ce qu'on voulait proposer. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il était compliqué pour nous de proposer de l'instantanéité directement sans que les logiciels nous aident à faire ça. Et donc, comme on fait une petite partie, Benoît l'a très bien dit avant, comme on fait une petite partie de la chaîne de valeur, mais qu'on le fait très bien, donc Flatsy, juste rapidement. Oui, voilà. Pardon, on s'occupe de faire les visites, on s'occupe de toute la partie commercialisation. Donc, en fait, on s'occupe de faire les visites à la location, surtout, de la prise de rendez-vous jusqu'à la rédaction d'un compte-rendu de visite et éventuellement le dépôt la réception des pièces du dossier. Donc on intervient au milieu. Vous êtes dans la chaîne de valeur du gestionnaire locatif, on va dire. Exactement. Hein, et qui est aussi agent immobilier, c'est-à-dire qui... Les deux, voilà. Nous, en fait, on commence par la carte T, avec le transactionnaire qui va publier l'annonce, et on finit avec un dossier qu'il faut envoyer au gestionnaire. Donc nous, à la rigueur, il faudrait même qu'on discute avec les logiciels de transaction et les logiciels de gestion pour envoyer le dossier derrière. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que pour beaucoup de logiciels, en fait, ce n'était pas tellement de leur faute. Ils ne pouvaient pas forcément communiquer en temps réel avec nous et ils n'avaient pas d'API parce qu'en fait, tout simplement, leur logiciel n'était pas conçu avec Internet. C'était presque avant Internet. Donc, résultat, c'était, je pense, et là, je m'emballe un peu sur la partie technique, mais des logiciels un peu on-premise et pas dans le cloud. Donc, impossibilité d'avoir des API qui connectent en direct avec nous. Pourquoi on a pu rapidement discuter avec Neoteam, c'est que je pense que Yves s'en est très vite rendu compte et a vu qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, c'était essentiel d'avoir un outil qui soit dans le cloud, connecté en temps réel tout le temps et qui peut envoyer de la data et en recevoir. Et donc, il l'a conçu comme une plateforme. Et en ça, c'est plus facile pour nous de nous connecter parce que les sorties, les prises de courant d'un côté et de l'autre sont disponibles pour nous envoyer l'information. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Ah, ça répond tout à fait à la question. Parce qu'on parle du lien qui s'est créé naturellement, puisque c'était une préoccupation de Neoteam, c'était la préoccupation de Flatsy ou de Vertulou, donc ça a matché. Comment ça se passe avec le microcosme des éditeurs il n'est pas le seul, on parlait d'une trentaine d'acteurs, dont quelques-uns. Est-ce que tu vois un progrès ? Est-ce qu'il ne va pas pouvoir ne pas se faire ce progrès ? Moi, j'ai entendu des grands patrons, on ne va pas les citer ici, mais dire mais oui, on est en train d'y arriver, d'ailleurs on le fait déjà. J'ai entendu ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu étais là. Hein. C'est là un débat. Voilà, en d'autres lieux, est-ce qu'il y a eu un progrès ou est-ce qu'il y a des doubles discours sur le sujet ? Non, il y a clairement une prise de conscience. Il y a un peu des discours de façade, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'API, pour certains, et je pense qu'ils n'en ont pas encore, ou qu'elles sont en phase de développement, ou qu'elles ne sont pas documentées, enfin bref, voilà. Je dirais qu'il y a une prise de conscience généralisée, mais en fait, je dirais aussi qu'on a vachement besoin des clients. Ce qui se passe, c'est que, et je pense que Benoît en est témoin, mais il faut que ce soit les clients qui poussent. Parce qu'à un moment, même nous, on est aussi un logiciel et on ne va pas développer pro bono comme ça quelque chose qui ne sera pas utilisé derrière. Donc il faut absolument que les clients poussent, nous,
et les autres logiciels à s'interopérer et voilà, à faire ce pas en avant. Et je trouve que beaucoup de logiciels un peu plus gros, un peu plus massifs que nous, attendent vraiment d'être poussés dans leur retranchement pour finalement dire, allez, tant que ça tient, ça va. voilà, c'est bon, on va le faire parce que le client, sinon, il a dit qu'il partait partira. chez Neoteam. Voilà, C'était c'est ça. pour éviter Mais c'est ça. un développement trop rapide de Neoteam que peut-être certains vont réagir. Peut-être, ouais. C'est une bonne raison. Est-ce que l'arrière-pensée, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, voilà, pour arriver à démonter un système, il faut y réfléchir une minute. C'est de se dire, ce qu'apporte Flatcy, par exemple, ben, moi, je suis en train de le développer, je vais l'apporter chez moi, et la valeur ajoutée, je l'internalise en quelque sorte. C'est ça l'arrière-pensée? Non, je pense que tout le monde connaît Salesforce, Microsoft et compagnie. Hein. C'est une stratégie assez classique de se dire qu'on fait de plus en plus pour ensuite, quelque part, verrouiller un client et rendre plus difficile son départ. Demander à un administrateur de biens de changer de logiciel de gestion sur lequel il a toute sa compta de syndic, etc., il va flipper. On connaît le prix réel des migrations, hein, voilà, pas le prix financier, mais le prix commercial. Hein. Donc c'est une vraie stratégie. Le seul truc, c'est que cette stratégie parfois se fait au détriment des utilisateurs, donc des usagers, c'est-à-dire à la fois le client final et également les collaborateurs. Et donc ça, c'est dommage. Et nous, en fait, on a une espèce de focus un peu peut-être idiot, un peu naïf des startups, d'être à fond là-dessus, sur l'usage, l'efficacité et l'expérience. Et moi, ce que j'ai vu récemment dans un autre milieu, j'étais dans le milieu du vin avant, mais c'est les mêmes problématiques partout, il y a un besoin de faire appel sur chacune des briques de la chaîne aux meilleures compétences pour fournir le meilleur service. Et moi, je veux sortir de la tête de tous les administrateurs de biens, les agences immobilières, etc., qu'il n'est pas possible d'avoir plusieurs logiciels qui travaillent entre eux, mais qui donnent quelque chose de fluide. C'est tout à fait possible et réalisable. Et ce n'est pas très grave si vous changez d'interface, mais vous aurez une meilleure efficacité pour la gestion de votre business au quotidien. Donc ça vaut le coup d'essayer de le faire. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de le faire. Et cette création d'ensemble, hein, je parlais d'un ensemblier, administrateur de biens aujourd'hui, elle est à la portée de toutes les tailles de cabinets, de toutes les cultures, ou est-ce qu'il faut un DSI, il faut avoir une surface financière énorme pour pouvoir composer cette corbeille de solutions interopérables? Je réponds avant Benoît parce que lui, il fait les 3 métiers, c'est très complexe, mais ça dépend de la taille de l'agence et puis des métiers qu'ils font. Si on reste sur des trucs très simples, par exemple, nous, Flatcy, on s'occupe des visites. Si vous faites de la transaction, il suffit qu'on connecte notre logiciel, le logiciel de transaction avec Flatcy, hein, et donc c'est une passerelle des biens avec les biens qui arrivent dans le système et ça évite la double saisie. C'est très très simple en réalité. Non, il y a plein de choses qui peuvent être faites de façon très très simple et qui facilitent la vie au quotidien, clairement. Ça a été un frein au développement important aujourd'hui. Tu dis notre société, elle serait encore au-delà de ce qu'elle est. On a quand même créé un poste pour ça. Enfin, mon poste de partenariat, on pourrait changer partenariat par interopérabilité. Ce serait une bonne partie de mon poste. Ouais. Donc nous, on pense vraiment que oui, c'est un frein parce que parfois, le client qui est en face de nous, bien qu'on fasse les visites physiques, hein, donc on n'est même pas tellement logiciel au final. Alors il y a une grosse partie logiciel malgré tout, mais ont un frein parce qu'ils se disent ah non. Si vous n'êtes pas connecté à lui ou lui, moi, j'y vais pas. On fait pas. On fait pas. Bien sûr. Alors qu'en fait, on fait les visites au final. Donc, ils ont quand même besoin de faire les visites. Donc, voilà. Non, c'est un frein de plus à l'évangélisation de Flatcy. Ouais. Paul, un petit mot sur Vertulou. Peut-être que tout le monde ne connaît pas encore Vertulou, même si tu es un habitué de ce salon et à d'autres occasions, tu décris cette solution au service des administrateurs de biens et de leurs clients finaux, mais une petite définition. Et même chose, ton expérience, ce que tu vois aujourd'hui de plus positif, on voit des acteurs qui sont sensibles, alors ils sont évidemment à cette tribune, mais ailleurs aussi sans doute. Merci Henri. Bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Alors, quelques mots sur BC avant de parler de Vertulou. Hein. BC, on est courtier conseiller en assurance, on est expert des professionnels de l'immobilier depuis à peu près 25 ans. On accompagne 1000 clients sur toute la France. Et je dirais que depuis toujours, on a un positionnement sur le digital qui est extrêmement fort. Hein.
On était présent au Rent l'année passée, on est présent au Rent cette année sur le stand de 54 et toujours dans cette logique d'être présent au cœur de l'écosystème de nos clients et notamment sur ces dimensions digitales. Et un petit mot sur le livre blanc, parce que vous avez pris la peine aussi de diagnostiquer, Alors, de photographier la situation et vous suivez tout ça. Absolument, on suit tout ça. J'allais y venir justement. On a lancé un livre blanc sur l'état de la digitalisation des professionnels de l'immobilier il y a 1 an, première édition. Ça a été un grand succès et donc on l'a renouvelé cette année. Je vous invite à la télécharger sur le site de BC. Alors, Vertulou maintenant. Vertulou, c'est une plateforme de sélection locataire. On l'a lancé il y a à peu près 3 ans, c'était en plein Covid. Et on l'a fait, on ne l'a pas inventé sur la base d'une intuition, on l'a fait à la demande de nos clients qui partaient de plusieurs constats. Le premier constat, c'était que les offres traditionnelles d'assurance garantie loyer impayé étaient en décalage au niveau des critères de sélection avec les nouvelles réalités du marché du travail. En clair, pour parler franchement, si vous n'aviez pas un CDI, période d'essai révolue, et que vous n'étiez pas avec une situation de revenu 3 fois le montant du loyer, vous n'étiez pas éligible à la garantie loyer impayé. Donc nos clients nous disaient, mais accompagnez-nous, parce qu'aujourd'hui, 80% des nouveaux entrants sur le marché du travail, ce sont des statuts qui sont précaires. La deuxième chose qu'ils nous disaient, c'est accompagnez-nous pour accélérer le temps d'analyse d'un dossier candidat locataire. Aujourd'hui, nos clients qui n'utilisent pas Vertulou nous disent que ça leur prend entre 20 et 30 minutes et pour eux, c'était trop long. Et puis, la troisième chose, c'était accompagnez-nous dans notre révolution digitale. Donc, c'est à partir de ce triple constat qu'on a créé cette plateforme qui intègre 3 fonctionnalités. La première, c'est un contrôle automatisé des pièces du dossier locataire. On le fait en temps réel. La deuxième, c'est une analyse de solvabilité qui repose essentiellement sur un modèle d'analyse qu'on a développé. Donc on intègre des variables de l'environnement personnel et professionnel du candidat, situation de famille, secteur d'activité, parce que ça a son importance évidemment, bassin géographique, parce qu'il y a des bassins géographiques qui sont plus dynamiques que d'autres. On travaille avec des bases en open source également, donc on croise toutes ces données-là. Et puis on délivre donc la capacité locative du candidat. Et donc on voit bien que c'est un changement total de paradigme puisqu'on sort de la fameuse notion de taux d'effort chère aux assureurs et qu'on va sur cette notion de reste à vivre. Et puis la troisième fonctionnalité, et ensuite je répondrai à cette question sur l'interopérabilité, la troisième fonctionnalité, c'est lorsque le propriétaire bailleur a acheté une garantie loyer impayé auprès de son intermédiaire, l'administrateur de biens, eh bien, à ce moment-là, on délivre une certification assureur qui engage contractuellement l'assureur dès la mise en location. Donc une promesse assez puissante. Alors, l'interopérabilité, pour nous, c'est un enjeu central. Pourquoi ? Je pense que Benoît, qui est un de nos clients, me le répète assez souvent. Il nous dit Vertulou, c'est génial, ça sécurise notre activité, parce que vous délivrez une certification assurance et que vous faites du contrôle de pièces, donc vous êtes en situation d'identifier les faux. Il nous dit également, très bien, ça accélère un peu mon processus de sélection locataire, mais malheureusement, mes équipes, elles passent beaucoup de temps, trop de temps, je pense, 10 minutes en moyenne, à saisir un certain nombre d'informations. Parce que pour que le logiciel tourne, il faut qu'on ait de la data. Et donc, cette data, on s'est posé la question, mais où est-ce qu'elle se trouve ? Et cette data, vous l'avez en réalité. Elle est dans votre logiciel métier, chez les éditeurs de logiciels. On a forcément les informations relatives aux biens. Elle est également chez certains partenaires que vous pouvez avoir. Je pense notamment à des portails locataires, enfin des portails de dépôt de dossiers locataires. Le locataire, il vous dépose un certain nombre d'informations. Il vous dépose les pièces de son dossier notamment. Il vous déclare des revenus. Et donc, si on arrive à attraper cette data, on voit bien que le professionnel de l'immobilier qui utilise Vertulou, il passe moins de temps à saisir la donnée et plus de temps à analyser son dossier. Donc là où sans Vertulou, il passerait entre 20 et 30 minutes, avec Vertulou, il passe à peu près entre 10 et 15. Et moi, je pense que si on arrive à sourcer cette donnée, on est capable de diviser ce temps-là par 2, donc probablement de passer sur 5 minutes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on avait participé l'année passée à une conférence au Rent sur justement l'état de la digitalisation de l'activité. Et on m'avait posé la question, c'est quoi l'étape suivante ? Moi, j'avais répondu, l'étape suivante, c'est l'interopérabilité. Et on l'a fait. Alors ça a été
tu posais la question, est-ce que c'est compliqué de faire de l'interopérabilité? Technologiquement parlant, c'est pas compliqué, hein, puisque si on schématise les choses, c'est établir des tuyaux les uns en face des autres. En revanche, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une volonté mutuelle d'avancer, parce que les tuyaux, ils se trouvent de deux côtés. Ça nécessite de l'argent, parce que ça fait appel à des compétences rares de dev. Et donc, quand on veut y aller, il faut des gens qui soient motivés. Donc, on l'a fait avec Neoteam. Merci Yves, hein, pour ton énergie et la volonté de vouloir avancer. Et puis avec Quentin chez Flatsi. Et on discute avec d'autres. Hein. Là, je parle de Vertulou sur la thématique de la gestion locative, mais sur le métier du syndic, c'est strictement la même chose. Benoît t'en parlait. L'interopérabilité, on voit très bien que sur de la gestion sinistre, ça prend tout son sens. Et tu sens une perméabilité aujourd'hui à ça que tu ne ressentais pas il y a 1 an, il y a 2 ans? Tu vois un progrès, comme j'ai demandé à Quentin? Alors, on part de loin. Oui. On part de très très loin, puisque de l'interopérabilité, Bertrand Mulot, qui est le patron chez nous de la filière immobilier construction, parlait de ce sujet-là, je crois, il y a 5 ou 6 ans, donc ça fait un moment. Et à l'époque, il faisait face à un mur quand il discutait avec les éditeurs de logiciels. C'était compliqué. On a repris l'angle, on avance avec certains, Neoteam en l'occurrence. Je dirais qu'on parle avec tous les acteurs de la place, mais entre la déclaration d'intention et la volonté réelle d'avancer, qui nécessite, comme je te l'ai dit, de l'énergie, de l'argent, du temps, que vous ne mettez pas sur d'autres tâches, hein, y a un écart assez important. Il y a loin de la coupe aux lèvres. D'accord. On va prendre, allez, je pense qu'on a le temps de 2 questions de la salle, si elles sont courtes, si les réponses elles-mêmes le sont de votre part. Vous levez la main et puis moi je peux vous passer ce micro, tout simplement, pour qu'on vous entende. Moi j'ai une question, en l'occurrence pour Benoît, mais même si d'autres peuvent y répondre. La productivité de l'entreprise. Alors je ne sais pas ce que tu vas mettre derrière ce mot-là, mais en gros, est-ce que économiquement, l'interopérabilité peut améliorer le modèle économique d'un cabinet d'administration de biens, le rendre plus profitable, plus rentable, et avoir un impact sur la gestion même de l'entreprise et sa valorisation à terme? Oui, et je vais donner des chiffres qui sont nos ambitions. Côté back-office, côté comptabilité, multiplié par 4 la productivité. On est déjà à x2,5, x3. Et côté, on va dire, assistanat, assistance des gestionnaires, multiplié par 2,5. On est à x2 aujourd'hui. Et par contre, côté gestionnaire, l'objectif, ce n'est pas d'augmenter la productivité, c'est de revaloriser le métier. Donc, ce n'est pas d'augmenter la taille des portefeuilles qui gèrent, ni côté syndic, ni côté gestion locative. Quentin, j'ai l'impression, veut compléter. Si vous avez une main à lever, faites-le maintenant. Autrement, vous allez devoir vous taire à jamais, comme on dit dans les mariages américains. Ouais, moi, je voulais juste compléter ce que disait Benoît. J'ai un autre exemple, tout bête. On va plus vite si on a interopéré directement. Encore mieux quand c'est par API parce que c'est instantané. Et typiquement, ça peut juste éviter la vacance locative, éviter un temps trop long entre le moment où, en gros, c'est tout bête, hein, mais le bien va être transféré dans l'autre plateforme pour qu'ensuite, nous, ce qui se passe, si je prends l'exemple de Flatsi, le bien doit arriver d'un logiciel de transaction pour qu'on puisse savoir où faire la visite. Une fois qu'on sait où faire la visite, il faut qu'on staffe un agent de visite dessus. Une fois que l'agent de visite est staffé, il peut enfin recevoir des visites et aller faire des visites. L'instantanéité que tu évoquais, hein, elle est vitale pour toi et pour le cabinet client. Ça me paraît extrêmement important. Idem pour Vertulou, on est sur des temps très courts, quoi. Hein, Vertulou, c'est pareil. On est sur du temps réel. Mais la question, c'est pas tant l'exécution, hein, dans ta propre brique qui est la tienne, hein, que ce soit la prise de rendez-vous en ligne ou que ce soit une analyse de solvabilité. C'est le sourcing de la data pour moi qui doit être instantané. Ça, c'est la période tampon qui existe malheureusement entre le moment où la data est quelque part et elle doit passer de l'autre côté. Rien que le fait d'avoir un transfert de fichiers qui se fait tous les jours, potentiellement, en tout cas pour des gens en transac ou en vente, ça peut faire perdre 3, 4, 5, 6, 7 candidats locataires potentiels.
Donc c'est de la perte de chiffre d'affaires. Yves, quand vous voudrez poser une question, vous m'interrompez. Hein. Moi, autrement, je le fais en votre nom. C'est peut-être des questions que vous posez aussi. Tu fais l'objet de beaucoup de démarches comparables à celles de Flatsi ou de Vertulou de la part d'apporteurs de solutions digitales. Il y en a ici des dizaines, des startups. Elles viennent vers toi en disant il faut que la passerelle fonctionne. On est hyper sollicité par la plupart des startups parce qu'effectivement, nous, on a une partie de la donnée dont ils ont besoin. Et donc, ils cherchent tous à s'interopérer. La difficulté pour nous, c'est qu'on a un ERP à développer. Et puis, il faut développer ce type d'interface. Donc, à un moment donné, on est limité par le temps, par les effectifs qui vont travailler sur ces interfaces. Moi, je voudrais juste revenir sur le travail qu'on a fait avec BC et la plateforme Vertulou. Parce que ce qui est intéressant, si on prend parce que c'est l'exemple parfait de ce qu'on cherche en termes de complémentarité entre deux plateformes. Une plateforme Logi, c'est la nôtre, et puis des plateformes digitales innovantes type Flatsi ou Vertulou. Si je prends le parcours d'un utilisateur, son expérience utilisateur, le négociateur, il va recevoir à un moment donné un dossier qui a été saisi en ligne par un candidat locataire. Et aujourd'hui, en fait, il clique sur un bouton et immédiatement, ça passe chez Vertulou qui, en temps réel et en quelques secondes, retourne l'information dont parlait Paul, à savoir la certification assureur, à savoir le contrôle de l'authenticité et de la véracité des documents qui ont été déposés par le candidat locataire. Donc ça veut dire que dans cette chaîne de valeur, j'ai amené de la sécurité, de la rapidité, de la fiabilité et de la productivité. Donc je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Avec l'expérience que tu as, est-ce qu'on a du retard dans l'univers des services immobiliers, de l'administration de biens en l'occurrence, sur cette interopérabilité? Est-ce qu'il y a autour de nous des exemples proches? Je pense à l'univers de la banque, à l'univers de l'assurance. Paul peut aussi répondre d'une manière générale. Est-ce que les grandes compagnies d'assurance, les grands prêteurs, les grandes banques ont eu ce même souci? Ils l'ont toujours. Il y a autant d'innovation digitale dans ces univers-là que dans le nôtre. Ou est-ce que c'est une particularité des acteurs de l'immobilier qui ne brillent pas toujours par leur ouverture, leur agilité? Est-ce qu'il y a une spécificité immobilière au frein à l'interopérabilité? Alors, c'est sûr qu'il y a des freins. C'est évident, on est dans le métier de l'immobilier. Alors ces freins, ils peuvent être liés à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire l'histoire du logiciel, son ancienneté. Ce n'est pas toujours évident quand on a des solutions qui sont... Ce que reconnaissait Quentin. Voilà, quand on a des solutions qui sont relativement anciennes, le cœur de métier, quand le cœur est ancien, ce n'est pas forcément évident. Les outils, l'architecture qui est utilisée, ça peut complexifier la chose. Et puis après, effectivement, il peut y avoir... Est-ce qu'il y a des embarras réglementaires? Parce qu'on parle d'activités réglementées, toutes ne le sont pas. Celles que j'ai citées sont hyper réglementées, la banque ou l'assurance, mais est-ce qu'il y a des freins qui peuvent être liés à ça, qu'il faut lever? Et est-ce que, je pensais à un autre frein, je ne sais pas si ma question a du sens, mais la RGPD, est-ce que dans la communication des datas, on veut qu'elle soit huilée techniquement, mais juridiquement, est-ce qu'il y a des soucis ou est-ce que tout ça n'est pas un problème? Ça peut être une réponse d'administrateur de biens. Si, c'est un sujet. RGPD, c'est un sujet, mais normalement, on sait tous le traiter aujourd'hui. Donc, évidemment, en tout cas, ça peut être des freins aussi. C'est-à-dire que sur des grands groupes, il y a des directions juridiques qui doivent expliquer qu'ils sont là, qu'ils ont un métier. Qui font leur job. Et qui font leur job. Et donc, ça peut aussi créer des freins, mais c'est plutôt bien géré. Je pense qu'on est tous conscients de l'importance de ces données et puis de la sensibilité de ces données, surtout quand on parle du dossier. Et donc, on fait extrêmement attention tous, ouais. Et ça se passe plutôt très bien. Benoît, Paul? Ça se passe très bien à partir du moment où tu recueilles le consentement de ton candidat. C'est le minimum. Et à partir du moment où tu as le consentement, tu es en capacité de manipuler la data. Oui, tu as raison de rappeler que c'est ça le point de départ. Alors moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Pas du tout. Attention, on n'a plus trop le temps d'un grand débat. Non. Aujourd'hui, tout le monde pense que le cloud est un risque pour vis-à-vis de la RGPD. C'est faux. Aujourd'hui, la donnée est bien plus sécurisée sur des clouds gérés par AWS que sur le serveur on-premise du cabinet immobilier du coin.
Et ça, tout le monde va faire croire l'inverse, mais c'est archi faux. Vous n'avez jamais vu de faille chez AWS aller récupérer la donnée d'un serveur qui est dans un bouclard à côté, c'est beaucoup plus simple. Et le deuxième sujet, moi, qui est encore chez nous très loin d'être bon, la RGPD, aujourd'hui, pour être bon, il faut faire du privacy by design. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore chez moi, des gens ont accès à des dossiers locataires alors qu'ils n'ont pas besoin d'y avoir accès. Ou avoir accès à des dossiers d'un bailleur alors qu'ils n'ont pas forcément à y avoir accès. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à moi, c'est aussi les outils ne me permettent pas de le faire. Les banquiers, pour le coup, les assureurs sont très familiers de ça. Hein. Tout le monde ne peut pas utiliser toutes les données. Il y a des distinctions d'accès à la donnée. En tout cas, dans l'univers bancaire, c'est très clair. Et aujourd'hui, les ERP du métier, très peu peuvent le faire. Et je vais même aller plus loin, parce que j'ai vu tous les ERP du marché. La plupart des ERP du marché ne permettent pas d'avoir des utilisateurs qui ne peuvent pas changer le RIB d'un fournisseur. Faut le savoir. Hein. N'importe quel gestionnaire ou comptable peut aller s'amuser à changer le RIB d'un fournisseur, soit lui-même. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, rentrez. Et d'abord, vous pourrez continuer à échanger avec chacun de nos 4 intervenants. Je voudrais les remercier. Il y a une question ? Il suffit que je dise qu'il y avait une question pour qu'il y ait une question. Ah, c'est l'histoire de l'os et du chien, ça. Mais allez, je vous apporte le micro. On parle d'interopérabilité, excusez-moi, Amaury Bayard, et en termes de transversalité, notamment parce que, grosso modo, on a de plus en plus d'acteurs, ou en tout cas dans les cabinets immobiliers, qui se lancent à la fois dans la transaction, la location, la gestion et le syndic. Et la donnée maîtresse qui est souvent chez l'administrateur de biens, la vraie question, c'est comment on peut l'exploiter correctement, on va dire en transaction, et donc que ce soit avec des campagnes d'emailing, enfin plein d'autres choses, nurturing et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des choses de prévues dans ce point de vue-là ? Merci beaucoup. Alors, il y avait d'ailleurs hier, ici même, j'en étais, un débat sur les synergies administration de biens, transactions et le rôle des solutions digitales et des éditeurs. C'est une question pour Yves, ça. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de solution transaction. On fait que de l'administration de biens, donc du syndic de copropriété, de la gérance d'immeubles. Alors, la question se pose d'autant plus. Si tu n'apportes pas ce service-là, ça veut dire que celui qui veut faire aussi de la transaction, qui t'a choisi en administration de biens, va aller chercher un autre prestataire. Est-ce que là, il y a dialogue aussi ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas eu cette demande, mais effectivement, sur le marché, il y a énormément de logiciels de transaction. Et en fait, la demande fréquente, c'est de pouvoir travailler les fichiers de l'administration de biens, c'est-à-dire les fichiers de syndic de copropriété, où il y a énormément de mutations, les fichiers, et pouvoir anticiper ou avoir des signaux d'alerte qui peuvent éventuellement informer qu'il y a une vente potentielle qui peut arriver. Donc la difficulté pour les gens qui ont que de la transaction comme produit isolé, c'est d'arriver à communiquer avec les logiciels, les ERP qui font de l'administration de biens, pour récupérer ces signaux. Aujourd'hui, nous, on n'a pas cette interface, on n'a pas ces échanges. Donc, mais je sais qu'il y a une demande. Tu parlais, j'approfondis d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, le question de développement, ça a été dit par Paul Jousse tout à l'heure, hein, mais c'est des moyens financiers, tu l'as dit, c'est des moyens humains, des talents. C'est toujours possible, mais il faut en avoir les moyens, il faut du temps aussi. En fait, quand on part comme nous d'une feuille blanche, on est obligé de privilégier, on a privilégié parce qu'on a eu des contacts avec Bertrand Mulot pratiquement à la création de Neoteam, mais ça ne sert à rien d'aller faire une interface avec la plateforme Vertulou si vous n'avez pas développé le cœur de métier. Donc nous, on était mobilisés sur ce cœur de métier, donc ça nécessite des ressources, des moyens, et puis après, en fonction des sollicitations des différents prestataires de l'écosystème, c'est la même chose. Si j'ai des gens qui travaillent sur certaines fonctionnalités, ils ne travaillent pas sur des interfaces. Donc c'est une question de ressources et de priorité. Parce que il y a, je ne sais pas combien il y a de start-up ici dans le rent, mais il y a énormément de gens qui nous sollicitent. Parce qu'ils ont besoin de la donnée de base, ils ont besoin de communiquer. Donc il y a des cabinets d'administration de biens qui vont choisir tel prestataire, d'autres qui vont choisir tel autre prestataire. Et donc chacun va vouloir mettre en œuvre ce type d'interopérabilité. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cet atelier, cette table ronde. Si vous considérez comme moi qu'ils vous ont parlé avec beaucoup de transparence,
sans langue de bois, je crois que c'est une évidence, qui vous ont aussi ouvert des chemins professionnels, ne serait-ce qu'en étant eux-mêmes apporteurs de solutions. Vous les applaudissez, c'est leur seule rétribution. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.